Des engins spatiaux ont atteint toutes les planètes du système solaire. Des rovers sillonnent actuellement Mars. Une sonde a été larguée à travers les nuages de Saturne et Pluton a été photographié à moins de 8000 miles de distance. Traverser des milliards de kilomètres d'espace vide est devenu presque une routine. Mais il y a une direction que nous avons à peine effleurée. Un endroit qui devrait être le plus facile d'accès et qui s'avère être l'un des plus difficiles. Tout droit, hors du plan plat que partagent toutes les planètes, directement au-dessus ou en dessous du Soleil, la sortie verticale de notre système solaire. Cela paraît simple. Il suffit de pointer la fusée vers le haut et de partir. Le problème, c'est que la physique ne vous le permettra pas. Voici pourquoi s'échapper verticalement est plus difficile qu'aller sur Pluton. Vous verrez ce qui vous attend là-haut si jamais un vaisseau spatial effectue le voyage. Et vous verrez l'étrange manœuvre que les scientifiques envisagent actuellement. Une manœuvre au cours de laquelle une sonde doit d'abord tomber vers le Soleil avant de pouvoir s'en éloigner. Pour comprendre pourquoi l'échappement vertical est difficile, il faut comprendre la vitesse que l'on possède déjà sans rien faire. La Terre se déplace actuellement autour du Soleil à environ 30 km/s, soit environ 67 000 mph. Ce n'est pas une faute de frappe. Chaque seconde, la planète sur laquelle vous vous trouvez parcourt 30 km latéralement autour du Soleil. Chaque fusée que nous lançons depuis la Terre hérite de ce mouvement. Lorsque SpaceX ou la NASA envoient une sonde dans l'espace, celle-ci ne part pas du repos. Il se déplace déjà latéralement à 30 km/s comme nous tous. Il s'agit normalement d'un cadeau. Si nous voulons atteindre Mars, le mouvement latéral existant fait l'essentiel du travail. Il nous suffit de faire un petit ajustement, quelques kilomètres par seconde de vitesse supplémentaire dans la bonne direction, et nous voilà sur une trajectoire vers une autre planète. Mais que se passe-t-il lorsque l'on veut monter non pas vers Mars, ni vers Jupiter, ni vers aucun autre point du plan, mais tout droit, perpendiculairement à tout le reste? Désormais, ce mouvement latéral devient votre ennemi. Pour monter tout droit, il faut d'abord annuler les 30 km/s que vous avez déjà. Il faut alors ajouter de la vitesse pour grimper. L'énergie totale requise est colossale. Les planificateurs de mission mesurent cela en ce qu'on appelle le delta 20. Il s'agit du changement de vitesse qu'un vaisseau spatial doit produire par lui-même. Pour aller sur Mars depuis l'orbite terrestre, il faut environ 4 km/s de delta V. Pour sortir verticalement du plan de l'écliptique, il faut environ 30 km/s, soit presque 10 fois plus. Voilà la prison. Le mouvement orbital de la Terre nous confère une vitesse libre dans une direction et nous isole en quelque sorte. Nous pouvons facilement faire le tour du Soleil, nous pouvons facilement passer d'une planète à l'autre dans le même plan. Mais dès que nous essayons de quitter l'avion, nous devons lutter d'un seul coup contre 4,6 milliards d'années d'inertie orbitale. C'est l'un des faits les plus contre-intuitifs en astronomie. Atteindre Pluton situé à 5,5 milliards de kilomètres nécessite moins d'énergie que d'atteindre un point situé à quelques millions de kilomètres directement au-dessus du pôle nord solaire. Comme la sortie verticale est extrêmement coûteuse, presque aucun vaisseau spatial n'a jamais effectué ce voyage, ce qui signifie que presque tout ce qui se passe directement au-dessus ou en dessous du Soleil reste encore en 2026 une frontière à explorer. Nous possédons des cartes détaillées de Mars et des photographies haute résolution de Pluton. Nous pouvons vous montrer des images rapprochées de comètes, d'astéroïdes, des anneaux de Saturne et des lunes de Jupiter. Mais les pôles de notre propre Soleil, l'étoile la plus proche de la Terre, ont été à peine observés. Il y a une raison pour laquelle cela est plus important qu'il n'y paraît. C'est dans les régions polaires du Soleil que se produit l'activité solaire la plus violente et la plus importante. Les vents solaires les plus rapides proviennent de là. Le champ magnétique du Soleil s'inverse tous les 11 ans grâce à des processus qui débutent au pôle. L'environnement météorologique spatial de notre système solaire est entièrement façonné par ce qui se passe au-dessus et au-dessous de l'équateur de notre étoile, et nous l'avons observé presque exclusivement de côté, comme si nous essayions de comprendre la météo d'une planète entière en nous tenant toujours à l'équateur. Seules 2 missions ont réussi à obtenir une véritable vue polaire du Soleil. Le premier fut Ulysse, lancé en 1990 par un partenariat entre la NASA et l'ESA pour sortir du plan de l'écliptique. Et Ulysse dut faire un détour imprévu. Le vaisseau spatial s'est d'abord dirigé vers Jupiter, puis a utilisé la gravité de la géante gazeuse
comme une fronde gravitationnelle pour courber sa trajectoire de près de 82 grammes par rapport au plan planétaire. De là, il est retombé vers le Soleil sur une orbite inclinée. La mission a réussi. Ulysses nous a fourni nos premières mesures directes du flux rapide du vent solaire à travers les trous coronaux polaires. Mais le vaisseau spatial a été construit avec des instruments des années 1980. Il ne disposait d'aucune caméra capable de photographier les pôles. Nous avons entendu parler des conditions qui y régnaient, mais nous ne les avons jamais vues de nos propres yeux. La deuxième mission est en cours. Solar Orbiter, une sonde de l'Agence spatiale européenne lancée en 2020, a progressivement incliné son orbite grâce à l'assistance gravitationnelle de Vénus. En mars 2025, Solar Orbiter a renvoyé les premières images directes du pôle sud du Soleil jamais prises dans la histoire de l'humanité. Les images montrent une région chaotique, magnétiquement enchevêtrée. Rien de comparable à la surface solaire plus lisse que nous observons depuis la Terre. Réfléchissez-y. Jusqu'à l'année dernière, aucun humain ni robot n'avait jamais vu à quoi ressemble le dessus ou le dessous de notre Soleil. Pas vraiment. Pas par le haut. L'objet le plus proche et le plus brillant de notre univers local, et sans doute le plus important, possède encore deux régions que nous commençons à peine à photographier. Il existe une deuxième raison pour laquelle l'échappement vertical est important. Nous ignorons en réalité à quoi ressemble notre propre système solaire vu de l'extérieur. Autour du Soleil se trouve une vaste bulle appelée héliosphère. C'est la région de l'espace où le vent solaire domine, repoussant le milieu interstellaire situé au-delà. À l'intérieur de cette bulle vivent les planètes, les comètes et tous les engins spatiaux humains que nous avons jamais lancés. En dehors de l'environnement galactique profond, rempli de rayons cosmiques et de particules interstellaires, dont notre bulle nous protège. Pendant des décennies, nous avons supposé que l'héliosphère avait la forme d'une comète, avec un front arrondi qui repousse le vent interstellaire dans le sens de notre mouvement galactique et une longue queue qui s'étend derrière. C'était l'image standard des manuels scolaires. C'était une bonne estimation compte tenu des données dont nous disposions. En 2020, une équipe dirigée par Mira Ofer de l'Université de Boston, utilisant un nouveau modèle basé sur des données de la NASA, est parvenue à une conclusion différente. La héliosphère n'a probablement pas du tout la forme d'une comète. La nouvelle prédiction ressemble davantage à un quasar dégonflé, un renflement central incurvé, avec deux courts jets s'en éloignant, et notamment aucune longue queue. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude est que nous n'avons jamais observé notre bulle de l'extérieur et que nous n'avons jamais envoyé de sonde suffisamment haut au-dessus du plan de l'écliptique pour pouvoir effectuer des mesures sous un angle utile. La sonde voyageait a traversé l'héliopause latéralement, presque dans le plan des planètes, utile mais non limité. Pour comprendre réellement la forme de notre foyer dans la galaxie, il nous faudrait une sonde voyageant bien au-delà de l'écliptique, observant la structure depuis le dessus. Il existe une mission de la NASA appelée IMAP, la sonde de cartographie et d'accélération interstellaire conçue pour affiner notre compréhension de l'intérieur. Mais pour observer directement la véritable forme de la bulle, le seul moyen est de s'échapper verticalement et de la regarder en arrière. Un point de vue qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint, celui d'une structure dans laquelle nous vivons, sans connaître sa forme réelle. Comment résoudre concrètement le problème de l'échappement vertical ? On ne peut pas simplement construire une fusée plus grosse. L'énergie nécessaire pour annuler le mouvement orbital de la Terre est trop importante pour une charge de carburant raisonnable. Il existe une solution contre-intuitive qui est discutée depuis des années dans les cercles de conception de mission et qui commence à passer de la théorie à des propositions concrètes. On l'appelle la manœuvre du 9e solaire. Le principe est inverse à celui du vol normal des fusées. Au lieu de pointer vos moteurs vers le haut et d'essayer de grimper, vous faites l'inverse. Vous laissez tomber votre vaisseau spatial vers le Soleil. Vous le laissez s'enfoncer, accélérant sous l'effet de la gravité solaire, jusqu'à ce qu'à son point le plus proche, il se déplace à des centaines de kilomètres par seconde, voire à plus de 100 km/h au périhélie. Et c'est précisément à ce moment-là que vous mettez vos moteurs en marche. Pourquoi ? En raison d'un principe formulé par Hermann Oberth en 1929. La combustion d'une fusée est nettement plus efficace lorsqu'elle est effectuée à grande vitesse dans un puits gravitationnel profond. La même quantité de carburant
permet une augmentation d'énergie orbitale bien plus importante au périhélie que dans le vide spatial. En brûlant au plus près du Soleil, on obtient un effet de fronde sans fronde. Le carburant que vous avez transporté depuis la Terre se transforme en une énergie cinétique bien supérieure à celle qu'il aurait eue ailleurs. Après la combustion, votre vaisseau spatial se déplace si vite dans une direction si utile que vous pouvez enfin sortir de l'avion et vous diriger directement vers les pôles solaires ou directement hors du système solaire. Le plongeon devient la rampe de lancement. Les voiles solaires font également partie du débat. Des missions comme le projet d'imageur polaire solaire et la mission solaire à haute inclinaison plus récente reposent sur d'énormes feuilles réfléchissantes qui utilisent la pression de la lumière solaire elle-même pour incliner lentement l'orbite du vaisseau spatial. Pas de carburant, juste des photons qui poussent sur un film métallique mince de plusieurs milliers de mètres carrés. Les voiles peuvent mettre des années à atteindre une orbite polaire en spirale, mais elles n'ont pas besoin de propergol, et plus elles poussent longtemps, plus l'inclinaison qu'elles peuvent atteindre est importante. Combinez les deux. Un vaisseau spatial qui utilise une voile solaire pour se rapprocher en spirale du Soleil, puis effectue une manœuvre d'Aubert au périhélie pour se diriger verticalement, puis continue à utiliser la voile jusqu'aux régions polaires. C'est ce type d'architecture de mission qui, selon les astronomes, pourrait enfin nous offrir une vue nette de ce qui se trouve directement au-dessus et en dessous de notre étoile. Si jamais nous réussissons, que voit réellement un vaisseau spatial directement au-dessus du Soleil? Premièrement, le paysage change physiquement. Le plan de l'écliptique est sale. La Terre, comme toutes les planètes, baigne dans un fin brouillard de poussière, vestige de milliards d'années de comètes, de collisions d'astéroïdes et du lent broyage du système solaire. Vous pouvez réellement voir cette poussière de vos propres yeux. Par une nuit très sombre, juste après le coucher du soleil ou avant son lever, une faible pyramide de lumière, appelée lumière zodiacale, émerge de l'horizon. Cette lueur du soleil se reflétant sur la poussière de notre avion local. C'est l'intérieur de notre système solaire illuminé. Un vaisseau spatial capable de s'élever au-dessus de l'écliptique émergerait de cette poussière en quelques mois. La vue y est nettement plus dégagée. Moins de lumière diffuse, moins de brume en arrière-plan. C'est un endroit où un télescope pourrait détecter de faibles signaux qui, depuis l'intérieur du disque, sont noyés par la poussière qui nous entoure. Ce serait l'un des meilleurs points d'observation possibles pour un instrument cherchant des signes de vie autour d'autres étoiles. Du même point d'observation, un instrument différent pourrait mesurer le fond diffus cosmologique ou étudier la structure du plan galactique depuis l'extérieur de celui-ci. Deuxièmement, l'environnement solaire change au-dessus de l'équateur du Soleil. Le vent solaire lent, d'environ 400 km/s et composé de plasma turbulent, laisse place à quelque chose de plus stable. Au-dessus des trous coronaux polaires, il existe un flux de vent solaire rapide, entre 700 et 800 km/s, composé de particules s'écoulant vers l'extérieur dans un courant plus fin et plus régulier. Un vaisseau spatial traversant ce courant serait soumis à un environnement de rayonnement fondamentalement différent, ce qui aurait des conséquences à la fois sur la durée de vie de son électronique et sur les expériences scientifiques qu'il pourrait mener. Et troisièmement, la vue d'ensemble. Depuis un point d'observation situé bien au-dessus de l'écliptique, le système solaire lui-même serait visible sous la forme du disque qu'il est réellement. Vous verriez les planètes disposées en anneaux plats autour du Soleil, la poussière épousant le plan, et l'héliosphère enveloppant le tout, quelle que soit sa forme réelle. Nous pourrions alors observer notre propre quartier d'en haut pour la première fois, de la même manière que nous observons la Terre depuis l'orbite. Nous n'avions jamais vu cette vue. Pas un seul humain ni robot n'a jamais renvoyé la photographie. De toutes les images du cosmos que nous avons réussi à prendre, celle qui montre notre propre système solaire depuis l'extérieur de son plan manque toujours. Et vous, si vous deviez concevoir la première mission pour atteindre directement le Soleil, miseriez-vous sur une voile solaire, la voie lente, ou sur une quatrième plongée, la voie violente et spectaculaire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui vous attend réellement là-haut, dans ces régions inexplorées situées directement au-dessus et en dessous du disque de nos planètes, regardez ce qui existe au-dessus et en dessous de notre système solaire. Cette vidéo expliquait le voyage. Celui-ci vous indique la destination.